Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Raccrocher, c'est un bonheur. Ce sont deux farceurs russes, Vovan et Lexus, dont la spécialité, ils ont une émission dans une radio et une télévision en Russie. Eh bien, leur spécialité, c'est de piéger les personnalités, y compris les personnalités mondiales. Ils l'ont fait avec Obama, ils l'ont fait récemment avec Christine Lagarde, la patronne de la Banque Centrale Européenne, qui a parlé effectivement avec eux, pensant parler avec un ministre de l'économie. Elle a parlé de l'euro numérique à venir. Eh bien là, depuis quelque temps, et on a une exclusivité pour vous. L'intégrale de la conversation entre Vovan et Lexus, en tout cas c'était Vovan ou Lexus, qui se sont fait passer pour l'ancien président de l'Ukraine, Petro Poroshenko. Ils se sont fait passer pour lui et ont appelé François Hollande, et François Hollande qui connaît très bien Petro, mais eux ne se sont pas mis en zoom, ils ne se sont pas montrés. En revanche, François Hollande a répondu en zoom, donc on le voit, on voit son image et vous le verrez sur YouTube, sur la chaîne Sud Radio du YouTube. Et ils parlent. Et ils ont parlé pendant au moins un quart d'heure ou 20 minutes de tout. Des accords de Minsk, de la réforme des retraites, absolument de tout. C'est absolument passionnant. Et vous verrez, c'est un document unique. Alors, est-ce qu'un président ne devrait pas dire ça? Je ne sais pas. C'est très intéressant, voilà. C'est une technique journalistique qui existe depuis longtemps. C'est évidemment un piège, mais Hollande a répondu très cash, très franc. Et écoutez, c'est vraiment, ça vaut son pesant d'or. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis très heureux de te voir, cher François. Comment vas-tu, mon ami? Bonjour, Petro. Je vais bien mieux que, hélas, la situation en Ukraine. Je suis bien sûr tout ce que vous faites sur place et je suis heureux de pouvoir m'entretenir avec toi de la situation. Au fait, comment va-t-il, mon ordre de la liberté? J'espère que tu le portes. Oui, je le porte et je suis fier de le porter dans le contexte que nous connaissons. Mon soutien à l'Ukraine est total et je fais en sorte, partout où je peux m'exprimer, de demander que l'Ukraine puisse disposer des armements qui lui sont nécessaires. À ma connaissance, tu as rencontré Emmanuel récemment. Qu'est-ce qu'il dit à propos de l'Ukraine? Qu'est-ce qu'il en pense dans l'ensemble? Emmanuel Macron a été longtemps dans l'idée qu'il pouvait jouer un rôle pour une négociation entre l'Ukraine et la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, il a pris conscience que cette position-là était intenable. Deuxièmement, il a dit qu'il était prêt à fournir des armements, que l'Ukraine en consommait beaucoup, mais qu'il était important de lui en fournir, et que nous sommes sans doute dans une guerre longue. Il a aussi convenu que Poutine, en ce moment, ne pouvait pas être un interlocuteur. Oui, je sais que l'artillerie, les chars, mais en ce qui concerne les chasseurs, je sais que la Grande-Bretagne veut déjà fournir des avions. Pour toi, est-ce que Macron va nous fournir des F-16 que nous demandons et des armes à longue portée? Je pense que l'intérêt de l'Ukraine est de recevoir des armes qui peuvent être utilisées dans un délai rapide et ne pas se focaliser sur des armes qui exigent des temps d'entraînement, de formation ou des pièces de rechange compliquées. Donc tout ce qui peut être un matériel immédiatement disponible pour résister à l'offensive russe, c'est ça qu'il faut demander aussi bien au Premier ministre britannique qu'aux pays européens. Et de les livrer massivement et pas simplement au compte-gouttes. Et plus la demande est sur des chars lourds ou des avions extrêmement sophistiqués comme les Rafales, plus la livraison risque d'être limitée en nombre. Ah, mais en fait, je pense que tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre entre le monde occidental et le monde russe. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que de l'issue de la guerre en Ukraine va dépendre un nouvel équilibre du monde. Si l'Ukraine gagne, ce que je souhaite de tout mon cœur, il y aura nécessairement pour les régimes autoritaires un coup d'arrêt, aussi bien pour la Chine vis-à-vis de Taïwan que pour d'autres pays qui sont tentés, comme l'Iran, d'aller plus loin.
ou même la Turquie, même si la Turquie aujourd'hui est dans une autre situation. Donc, il est très important que la victoire revienne à l'Ukraine, non pas simplement parce que ce seraient des territoires que l'Ukraine reprendrait, qui lui appartiennent. C'est pour ça que la demande des Ukrainiens sur le plan militaire ne peut pas être simplement pour gagner quelques kilomètres carrés. Il faut vraiment que ce soit une offensive qui permette d'infliger à Poutine une vraie défaite. Mais dans ce cas-là, tu es d'accord qu'aujourd'hui la France, comme l'Union européenne, elle participe également à cette guerre, bien qu'à leur propre niveau. Oui, ils ne veulent pas être belligérants au sens où la Russie pourrait prendre prétexte de leur soutien pour agir sur un pays européen voisin et entraîner le monde dans une guerre qui irait au-delà de l'Ukraine. Mais sans être belligérants, ils sont, comme tu l'as dit, participants. Mais nous, en fait, comme tu le comprends, actuellement, l'Ukraine mène cette lutte pour l'ensemble de l'Union européenne. Oui, je partage ce point de vue. C'est pour ça que les demandes ukrainiennes à l'Union européenne doivent être fortes, sérieuses et suffisamment ciblées pour aider au maximum l'Ukraine. Il y a l'aspect politique, c'est un point important. Donc, ce dont vous avez besoin, ce sont les avions F-16, ce sont des avions américains. Et la formation des pilotes peut être assurée par d'autres que les Américains, puisqu'il y a des pays qui utilisent des F-16. Et une autre question qui me préoccupe. Penses-tu que l'Europe va tenir le coup? À quel point elle va résister? L'Europe a été très durement touchée, notamment par les sanctions anti-russes. Les tarifs en Europe, comme me le disent mes amis, mes nombreux amis, ont augmenté. L'inflation a également augmenté à présent. Et l'Europe sera-t-elle en mesure de faire la guerre à la Russie sur le plan économique maintenant? Dans quelle mesure elle va tenir? Oui, cette question, je me la suis posée au début du conflit, quand les prix du gaz et de l'énergie ont flambé en Europe. Ça, c'est vrai. Peut-être que ce n'est pas utile de faire une réforme des retraites en ce moment, quand il y a une guerre aux portes de l'Europe qui devrait nous mobiliser. Mais comme tu l'as dit, je ne suis plus au pouvoir. Et donc, s'il n'avait tenu qu'à moi, il n'y aurait que le sujet de notre propre sécurité, de celle de l'Ukraine et de la lutte contre l'inflation qui aurait été posée. Mais les médias font leur travail en France, et il y a encore beaucoup de sujets d'actualité qui portent sur l'Ukraine dans les journaux télévisés. Mais j'ai une autre question, probablement la principale. Il est maintenant question d'un accord de paix. Monsieur Macron dit que nous devrions nous asseoir à la table des négociations. Le chancelier Scholz en parle également. Les États-Unis sont bien sûr contre. La question est donc, qu'est-ce que nous devons faire? Devons-nous nous asseoir à la table des négociations maintenant? Aujourd'hui, une négociation avec Poutine aboutirait au statu quo. Donc, tant que l'Ukraine veut poursuivre le combat, tant que l'Ukraine se met en situation de faire reculer les Russes, il ne peut pas y avoir de négociation. Ça veut dire, cher François, tu penses que nous devrions les expulser de la Crimée et du Donbass, et ensuite seulement pour parler de paix? Oui, parce que je ne vois pas que dans une négociation, Poutine pourrait accepter en termes de retrait de ses forces du Donbass et a fortiori de la Crimée. Donc toute la question, c'est de savoir si l'Ukraine, avec les aides qui peuvent lui être apportées, a les moyens militaires de faire reculer Poutine. Si elle ne les a pas, ces moyens militaires, alors oui, la négociation est nécessaire. Mais nous devons nous battre jusqu'au dernier Ukrainien, je pense. Il n'y a pas de négociation, et il ne faut pas que des leaders européens évoquent le mot négociation tant que vous êtes dans cet état d'esprit et tant que vous avez la capacité de vous battre jusqu'au dernier. À propos des pourparlers de paix, je vais être honnête maintenant en ce moment. Les accords de Minsk étaient à l'origine désavantageux pour l'Ukraine, malheureusement. Bien sûr, nous n'aurions pas dû accepter les plans de Poutine de négocier avec les séparatistes. C'est notre faute. À Minsk, comme tu t'en souviens, nous n'étions pas autorisés à dormir ou à manger. Et nous avons signé ces accords. C'était une torture. Et toi-même, tu te rappelles, tu me persuadais de les signer, et Angela disait aussi que ce serait mieux. Eh bien, on peut voir où ça nous a emmenés.
Oui, même si dans les accords de Minsk, il y avait l'affirmation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et du contrôle de la frontière qui devait être rétabli. Mais tu as raison, nous nous sommes enlisés après Minsk. C'est la faute, hélas, de l'absence de pression suffisante du camp européen sur Poutine pour qu'il puisse y avoir le retour à l'intégrité territoriale et la fin du séparatisme. Et puis, il y avait des difficultés propres à l'Ukraine que tu as connues, d'une difficulté d'avoir une majorité sur un certain nombre de textes. Et ça, je pense que ça a aussi été utilisé par Poutine, alors que l'Ukraine n'était pas responsable. Oui, mais si tu t'en souviens, il fallait d'abord parler aux séparatistes, se mettre d'accord sur des élections, puis organiser les élections, et enfin reprendre la frontière. Nous aurions dû insister pour que nous reprenions la frontière d'abord, et ensuite organisions les élections. Malheureusement, on a eu tort sur ce point, et Poutine en a profité. Bon, alors donc, la solution pour l'instant, elle est militaire, elle n'est pas diplomatique. Eh bien, moi je pense que tu es d'accord avec moi. Quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable, mais nous avons eu besoin de nous préparer pendant toutes ces années, de renforcer notre armée afin d'être prêts à cette guerre. Et les accords de Minsk nous ont donné du temps pour équiper l'armée, et Angela Merkel l'a déclaré récemment. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces 7 ans qu'il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer. Et c'est là que Poutine s'est trompé, c'est qu'il a sous-estimé la capacité des Ukrainiens et leur résistance. Moi-même, j'aurais sans doute à venir en Ukraine un moment ou un autre, mais pour l'instant, je pense que c'est à vous de faire en sorte de nous défendre, parce que c'est vous qui nous défendez aujourd'hui. Je vais juste, excuse-moi François, juste aborder quelques autres brefs sujets. Je peux dire que la seule chose où nous avons réussi à dépasser Poutine, à part les accords de Minsk, c'est l'année 2013, lorsque nous avons réussi à chasser Yanukovych et à faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Oui, je pense que tu as joué un rôle très important à ce moment-là. Je me souviens encore quand tu es venu à l'Élysée avec Bernard-Henri Lévy et que tu étais accompagné par Klitschko. Et c'était au tout début du processus. Et si vous n'aviez pas été là, il n'y aurait pas eu Biden, il n'y aurait pas eu la victoire que vous avez obtenue en chassant Yanukovych. Donc, ce rôle historique qui a été le tien est très important à rappeler. Très bien, Président. Merci pour cette conversation. Je te souhaite le meilleur. Reste en contact et bien sûr, je t'attends à Kiev. C'est plus ou moins sûr là-bas maintenant. Bah, écoute, ça sera avec plaisir que je me rendrai auprès de toi et auprès des autorités ukrainiennes pour vous témoigner de mon amitié et avec toi de mon meilleur souvenir de tout ce que nous avons fait ensemble. Merci, Petro, et à bientôt à Kiev et j'espère un jour à Paris. Au revoir. Au revoir, mon ami. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Une conversation qui fera date. Hollande égal à lui-même, très franc, mais qui affirme et qui corrobore ce que disaient certains et qui paraissait du pur complotisme, c'est que Angela Merkel et François Hollande avaient effectivement signé les accords de Minsk pour permettre, et c'est leur droit le plus strict et c'est légitime, de permettre à l'armée ukrainienne de se renforcer, de se refaire, mais pourquoi ne pas le dire à ce moment-là ? Deuxièmement, il parle de son soutien, d'envoyer des armes le plus possible, de ne pas négocier avant qu'il n'y ait une défaite de Poutine. Et tout ça, c'est clair. En tout cas, ça est clair, vous voyez. C'est ce que j'appelle la vérité qui s'avance masquée. C'est le masque qui dit la vérité. Ce n'est pas une technique à aborder en permanence, sûrement pas. Et ça peut risquer effectivement d'étranges dérives. Mais c'est intéressant,
quand le témoignage... Vous vous rappelez du livre de Davé et l'homme, un président ne devrait pas dire ça, les 100 heures qu'ils ont passées à François Hollande. Eh bien, le président continue à dire, et ce n'est peut-être pas plus mal. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Les boulangers qui font le pain, les vrais artisans, mais est-ce que tout ça ne va pas disparaître au profit des chaînes? Oui, le pain, on aura toujours besoin du pain. Hein. L'homme a besoin de pain, l'homme a besoin de manger. Mais ces artisans, ceux qui ont fait, vous savez, le froment qui vole dans la lumière, ceux qui font le matin, la farine, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en ce moment, ça diminue, voilà. Et alors, ça provoque quand même d'étranges réactions quelque part. On savait depuis quelque temps que beaucoup de boulangeries allaient fermer à cause de la hausse du coût de l'énergie, l'électricité, et vraiment des gens qui sont là, qui se lèvent très tôt le matin pour faire notre pain. Eh bien, Olivia Grégoire n'est pas contente que l'on parle de ça. Et Olivia Grégoire, je rappelle, la ministre déléguée au PME, commerce, artisanat, tourisme, écrit cet étrange tweet. Depuis quelques jours, l'extrême droite communique avec une joie à peine dissimulée le nombre de défaillances de boulangeries pour le mois de janvier 2023. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous constatez qu'il y a des boulangers qui ferment et qui sont en faillite, vous êtes d'extrême droite. Ça devient très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vérité alors qu'il y a le réel. Eh ben non. Selon qui parle, la vérité, on vous colle une étiquette, donc elle n'est pas vraie, puisqu'elle est extrême droite. Et elle ajoute, Olivia Grégoire, pour ce même mois, on compte 161 installations de boulangerie, soit bien plus que les défaillances. Mais attention, peut-être, mais ce sont des chaînes avec d'autres moyens. Et les petits boulangers, Olivier Grégoire, si je dénonce qu'il y ait, je parle d'un boulanger que je connais, qui est près de chez moi, et qui ne peut plus parce que les prix d'électricité se sont multipliés par 10 et quelquefois par 20, je suis d'extrême droite, c'est-à-dire, Olivier Grégoire, que si je constate que Marine Le Pen ou Marion Maréchal aiment le steak tartare et que moi-même j'aime bien le steak tartare, je suis donc le péniste. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Vous ne voulez plus voir la réalité. Quand elle vous dérange, ce n'est plus la réalité, c'est une étiquette. Ce n'est plus possible de continuer dans cette espèce d'escroquerie sémantique à laquelle nous assistons en permanence du matin au soir et du soir au matin de la part de nos haut-parleurs qui sont un tout petit peu quelquefois bas du dos. Le face-à-face d'André Berkov avec Didier Raoult, microbiologiste français, spécialiste des maladies infectieuses, professeur des universités, praticien hospitalier, pour son autobiographie aux éditions Michel Lafon. Bonjour Didier Raoult. Bonjour. Didier Raoult, on vous reçoit, et vous le savez toujours, sans déplaisir. C'est une litote. Et vous venez de sortir un livre, et voilà, ce n'est plus sur le Covid, ce n'est plus... Enfin, vous avez écrit énormément de livres. Je ne parlerai pas de vos publications, elles se comptent par milliers. Vos recherches, je rappelle, vous êtes microbiologiste, vous êtes spécialiste des maladies infectieuses, et ça depuis très longtemps. Et puis, je ne parlais pas du fait que vous êtes connu dans le monde entier, parmi les autorités du monde entier, comme la personne qui est... sinon l'un des plus avancés en ces matières. Et là, vous parlez, là, je dirais la focale s'agrandit et c'est très très heureux qu'elle s'agrandisse parce que vous parlez de vous, de votre famille, de votre enfance et puis après, voilà, de votre carrière et pour arriver aussi, bien sûr, de votre chemin, de votre parcours, pour arriver évidemment aux derniers événements covidiens, qu'on dit, ou idio-covidiens, qui nous ont tous marqués. Et vous dites, à un moment donné, vous dites au fond, je suis un anarchiste amoureux de la grandeur. Ça veut dire quoi? Si vous voulez, depuis aussi longtemps que je remonte, si vous voulez, je ne crois pas facilement ce qu'on me dit. Je ne crois pas qu'il y ait une raison établie et définitive. Je ne crois pas non plus que nous ayons une civilisation qui soit supérieure à celle des autres. Donc je vis dans une époque qui est ce qu'elle est, je m'adapte à l'époque dans laquelle je vis, je dis souvent comme les stoïciens, et ça va, donc
je sais bien, les présidents ici se succèdent. Quand ils se succèdent, il y en a que j'apprécie plus ou moins, il y en a dont j'aurais pensé qu'ils feraient mieux et d'autres dont j'aurais pensé qu'ils feraient moins bien. Mais je constate, je change d'opinion. Donc je me donne la liberté de changer d'opinion. Vous pensez à quelqu'un que vous dites il aurait pu faire mieux, mais bon, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Et puis, c'est vrai que je pense que, comme le disait De Gaulle, hein, sans la grandeur, en particulier, la France tombe dans un niveau de médiocrité qui est effarant. Voilà. Et donc, je crois au leadership. Donc, je crois qu'il faut qu'il y ait partagé et que les plus faibles aient le droit de vivre comme tout le monde, mais qu'on ne fait pas avancer les choses sans aucun leader. Et donc, je crois au leadership. Et ça, c'est la grandeur. À l'incarnation, au commandement, au bon sens du terme. Oui. Et d'ailleurs, vous avez fait placarder, jeudi, sur les murs de l'IHU Infection Méditerranée. C'était très beau. Henri de la Roche-Jacquelin, général des armées vendéennes, tué à 22 ans. Et il disait cette phrase magnifique. « Si j'avance, suivez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Si je recule, tuez-moi. » Vous n'avez pas spécialement reculé, vous. C'est pas votre fond de teint. Hein. C'est pas le fond de mon éducation non plus. Hein. Alors justement, parlons de votre éducation, parce que vous parlez longuement, et c'est très intéressant. Vous ne connaissez pas votre famille. Votre famille, vous remontez derrière vos grands-pères et même arrière-grands-pères. Alors c'est une famille quand même de rebelles, si j'ai bien lu. Oui, à la fois, c'est une famille de serviteurs de l'État. Donc moi, j'estime, enfin, je revendique pas d'être de la première génération des gens qui ont fait quelque chose dans ma famille. Moi, je suis la 4e génération d'officiers de la Légion d'honneur. Donc, si vous voulez, c'est des grands serviteurs de l'État, mais qui, dans chaque occasion, si vous voulez, quand ils ont considéré que c'était contraire à leur morale, ont décidé de ne pas obéir. Donc mon arrière-grand-père était Dreyfusard, il a fait démissionner son fils. Il était Dreyfusard dès le début, enfin pratiquement. Oui. Il a fait démissionner son fils qui était un jeune officier, qui était mon grand-père. Mon grand-père a été mis en prison dès 40 pour avoir refusé de se rendre aux Allemands, et il a monté le premier réseau de résistance à Marseille. Mon père a été le médecin-chef de la brigade Alsace-Lorraine d'André Malraux. Oui. Ce pourquoi il a été convoqué par l'armée pour désertion, puisqu'il avait abandonné son poste de médecin dans l'hôpital pour devenir le médecin de la brigade Alsace-Lorraine. Et donc, je vous dis, mon grand-père a été mis en prison en 1940 parce qu'il avait refusé de se rendre aux Allemands avant d'avoir eu le temps de se battre. Donc, il y a des moments où il faut savoir désobéir. Même si bien entendu la désobéissance n'est pas un mode de vie quotidien, mais il y a des occasions dans lesquelles on doit désobéir. Moi, j'ai été élevé dans cet esprit-là, dans cette idée-là. Savoir dire non, quoi, à des moments. Savoir dire non, il y a des moments, il ne faut pas faire ce qu'on vous dit parce que c'est contre votre morale. Et c'est d'ailleurs une des questions dont on a parlé déjà, c'est que dans notre monde dans lequel il y a de moins en moins d'individualité dans le travail, le fait de se réserver la possibilité de dire non, je le ferai pas, est quelque chose qui est de moins en moins supporté parce que la proportion du tertiaire, des gens qui doivent obéir pour avoir une promotion, pour avoir un emploi, devient de plus en plus importante. Voyez, et donc, c'est cette liberté qui est liée à l'autonomie et à l'autonomie professionnelle qui disparaît petit à petit et qui fait que ça semble absolument invraisemblable à quelqu'un qui pense qu'il a l'autorité politique et administrative de penser qu'il n'a pas l'autorité morale. Et moi, je ne crois pas que l'autorité politique ni administrative ne donne de l'autorité morale. Ça, vous ne pensez pas que la morale et le bien découlent de son statut administratif ou politique? Pas du tout. Ouais. Sinon, Hitler aurait eu raison, Goebbels aurait eu raison, je ne crois pas du tout. Voilà. Ouais. Et au fond, c'est une espèce de culture, c'est ça qu'on a intériorisé, vous le dites. Mais c'est intéressant, vous savez, ça me rappelle juste une phrase d'un secrétaire de Sartre qui disait « J'ai travaillé 3 semaines pour France Dimanche, il faut bien vivre. Mais au bout de 3 semaines, je n'en voyais plus la nécessité. » C'est un peu ça aussi. Mais est-ce que c'est votre famille qui vous a... Alors, c'est votre famille qui vous a quand même inculqué, après, vous faites vous-même, bien sûr, mais qui vous a inculqué ces vertus premières? Parce que vous dites, par exemple, on vous disait interdit de pleurer. Enfin, je veux dire qu'il était dans votre famille interdit de pleurer. Ah oui, mais c'était comme ça. C'est comme ça. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, on ne chouine pas, on ne pleure pas, on se plaint pas, quoi. C'est ça.
Oui. Ouais. C'était la nature de mon éducation, c'est comme ça. Ouais. Et c'est intéressant aussi, vous parlez de ça ça c'est vraiment intéressant parce que vous reparlez, je voudrais qu'on parle un peu de biologie, de métabolisme. Vous dites, attendez, on ne veut pas que tenir compte, par exemple, moi, j'avais l'air grand fort, j'avais une mémoire très forte, je réagissais très 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 vite, et c'est pas pour vous lancer des fleurs, vous dites, voilà, j'étais comme ça. Et vous dites, on oublie qu'on ne peut plus parler de ça parce qu'on ne peut plus dire qu'il y a encore de la nature et de la biologie. Et vous dites, or, il y a nature et biologie. Forcément. Oui. Et puis d'ailleurs, c'est un des mystères du leadership. On peut en déduire. Moi, j'ai été très intéressé pour comprendre. Et puis, ça faisait partie de mon métier d'étudier les microbes qui pouvaient, c'était à la mode maintenant, les microbes qui pouvaient être communs aux animaux, en particulier les plus proches de nous, qui sont les grands singes, les singes. Donc j'ai beaucoup travaillé, beaucoup observé dans cette situation. Et bien entendu, on sait, il y a toute forme de civilisation dans les grands singes. Hein. Il y a les gorilles ont des harems, il y a un seul grand mâle dans la troupe. Ouais. Le mâle alpha, quoi, le mâle dominant. Même pas. Il n'y a qu'un seul mâle. Ah, un seul mâle. Il y a un seul mâle et des jeunes. Et les jeunes, après, quand ils deviennent grands, ils doivent partir où ils les tuent. Et des femelles et des petits. Après, chez les chimpanzés, il y a le mâle alpha. Le mâle alpha, on sait biologiquement comment ça se définit. Hein, c'est le mâle alpha. Les mâles alpha ont plus de testostérone et les mâles alpha ont plus de cortisone, ce qui est la résistance au stress. Mais ils meurent plus jeunes d'infarctus du myocarde. Ouais. Ensuite, il y a les mâles alpha et puis les mâles bêta. Et ensuite, il y a les bonobos qui, là, au contraire, sont des matriarcats, sont des dominantes avec plusieurs femelles qui sont pas uniques. Hein. C'est plusieurs femelles, des femelles dominantes, hein, qui gèrent la troupe et qui, elles sont aussi, elles punissent aussi. Hein. De temps en temps, elles exilent un mâle un jeune mâle qui essaie de faire le malin. Très autoritaire. Elles le mordent. Oui, très autoritaire. Donc, il y a plusieurs formes sociales. Hein. Il y a une forme sociale des bonobos qui est liée au fait qu'ils étaient isolés sur une île et que donc il n'y avait pas de prédateurs. Et donc la différence, la biologie est incroyable, c'est-à-dire que chez les bonobos, il n'y a pas le dimorphisme sexuel qu'il y a chez les autres grands singes. C'est-à-dire que les femelles et les mâles ont pratiquement la même taille. Ils sont très différents chez les gorilles et différents chez les chimpanzés. Et ça dit quoi pour les humains alors ça dit pareil, c'est-à-dire qu'il y a quand même le nombre de points communs qu'on a. Alors nos civilisations en plus qui fonctionnent avec la mode basculent souvent d'un extrême à l'autre. Alors il y a 20 ans ou 30 ans ou même 40 ans, la mode était de déduire tous nos comportements de l'observation des singes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait le singe nu de Desmond Morris qui a, je sais pas, vous avez 68. Et puis ensuite, il y avait un truc qui était grande mode, qui était l'évolutionnisme cognitif, qui expliquait que c'est parce qu'on était singes, et puis ensuite des chasseurs-cueilleurs, qu'on avait ce type de comportement. J'en sais rien. Mais globalement, maintenant, on ne peut pas dire il n'y a rien et on ne pouvait pas tout expliquer non plus par nos cousins les singes. C'est pas comme ça. On essaie d'éliminer la biologie au nom du genre. Enfin, c'est encore entre autres, mais avec des paradoxes qui est que, si vous voulez, si vous regardez le sport, qui est des analogies que j'aime beaucoup, ça ne ment pas trop, le sport. Donc, vous voyez bien que cette différence est telle que vous avez des catégories de poids, parce que si vous faites boxer les gens de 50 contre les gens de 100 kilos, c'est pas la peine d'être très technique pour gagner quand on a 100 kilos. Le judo, c'est que c'était un truc merveilleux, ça a une histoire extraordinaire. Les Japonais disaient que le judo était extrêmement technique et que donc le poids, la force ne comptait pas, même qu'en réalité, ils s'entraînaient. Et en 64, quand il y a eu l'introduction du judo à Tokyo, en réalité, celui qui a gagné, c'est un Hollandais qui pesait 120 kilos, qui a fait la première prise qu'on apprend au judo et qui a immobilisé avec la première prise d'immobilisation. Le judo était médaille d'or. Et donc on dit, bon, on va faire des catégories de poids, c'est fini. On en continue à en parler. La biographie, l'autobiographie de Didier Raoult chez Michel Lafon, et c'est passionnant. Et vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Didier Raoult. On attend vos appels, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. À lire et à prendre le temps de lire l'autobiographie de Didier Raoult. Vous savez, un certain professeur à l'IHU, Marseille, infection, Méditerranée. Il est maintenant à la retraite, enfin la retraite. Vous n'êtes pas à la retraite, en fait, Didier Raoult, soyons clairs. Je travaille toujours. Oui, c'est ça. Oui. Alors, justement... Mais un peu moins. Oui, vous n'êtes plus quotidiennement là, mais c'est intéressant parce que je reviens à ce que vous disiez au début de votre livre. Vous dites, je suis un Africain blanc, français de souche bretonne et une famille résistante. Et puis, je voulais savoir au fond comment
parce que vous avez fait un peu, non pas les 400 coups, mais vous étiez dès le départ assez rebelle, vous changez assez souvent d'établissement scolaire, si j'ai bien lu. Vous disiez là ça va, et puis une fois vous dites bon ben c'est moi qui parle, l'autre fois vous dites non, Didier Raoult on n'a pas envie qu'il reste là, ça va, il nous fatigue, etc. Et comment est venue la médecine? Pourquoi la médecine et pourquoi ensuite votre spécialité en médecine? Bon, je pense que d'abord j'ai eu une très longue intoxication par mon père, qui voulait absolument que je sois qui était médecin militaire, je rappelle. Qui était médecin militaire, qui était professeur de médecine à l'armée. Ouais. Et qui avait, mon père avait construit une unité de recherche à Dakar. Et il avait poussé les choses beaucoup plus loin que moi, puisque le rez-de-chaussée était le laboratoire d'analyse pour la nutrition, qui était dirigé par ma mère. Et au premier étage, nous habitions au premier étage, dans le labo quand même. Hein. Ah, vous étiez au sein du labo? Ah oui, non, je suis né là. Ensuite, ça donne des... Dès que mon père a pu, il a commencé à me montrer des malades très tôt, quand il est allé en Algérie en 63, donc il a montré des gosses qui avaient des dénutritions avec des destructions, en particulier faciales, liées à la malnutrition. Et dès qu'il a pu, il a passé son temps à essayer de me convaincre que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Donc, vous savez, moi j'avais 16 ans en 68, donc c'était une époque où, en plus, on n'aimait pas faire ce que disaient les parents. Donc, je faisais pas partie je faisais partie de cette génération-là. On avait tous un peu ce mythe du marin qui a persisté, hein, puisque mes deux frères, après, sont partis faire du bateau et sont allés à Tahiti en bateau faire du charter. Fait presque un métier, enfin, oui, c'est ça, un métier. Oui. Et donc, c'était... donc après, moi, j'ai plutôt suivi ce qui était mon époque dans un premier temps, et puis ce que l'on faisait, et puis je me suis rendu compte que je m'ennuyais d'une part, et que d'autre part, moi, je voulais avoir ce que j'explique, même si ça peut déplaire, mais moi, je voulais faire quelque chose dans lequel je sois le premier au monde. Et donc j'ai bien compris que premier au monde, je ne serais pas le marin premier au monde. Je m'excuse de dire ça, mais c'est comme ça. Et donc, après, quand je me suis rendu compte que ça, je n'étais pas susceptible de le faire, écoutez, mon père m'avait fait un deal, j'ai obéi au deal que nous avions fait. Nous avions pris un contrat moral, et donc j'ai commencé à faire la médecine. En fait, le contrat moral, c'était fais ce que tu veux, mais si ça ne va pas, tu reviens, mais tu suis mon avis. Là. Voilà. Ouais. Et donc... du coup, ça m'a intéressé, surtout à partir du moment où j'ai préparé l'internat, parce que c'était la première fois que je travaillais en réalité, et donc je me suis rendu compte que je ne supportais pas, c'était l'oisiveté. Ce que j'aimais, c'était apprendre, après j'ai plus arrêté. Donc, et j'ai découvert ça tardivement, parce que j'ai découvert ça pour la préparation de l'internat, qui était à l'époque un concours un peu difficile. Et donc... quand je me suis rendu compte que c'était ça qui me rendait heureux, que je faisais plus de bêtises parce que j'étais occupé du matin au soir, je trouvais que c'était ma voie, si vous voulez. Et ensuite, les circonstances ont fait que ce qui m'intéressait le plus, moi, c'était les maladies infectieuses et les maladies tropicales. Alors justement, il y a quelque chose, je me suis arrêté là-dessus, enfin, vous dites, j'avais envie de le premier. Et c'est intéressant aujourd'hui, être le premier, être ambitieux, ça devient presque un défaut majeur, quoi, une tare. Mais pourquoi? Je veux dire, c'est bien de vouloir être envie d'être dans tel ou tel domaine le premier. Oui, d'ailleurs, vous avez vu que j'ai mis une extrait d'une chanson de Goldman, être le premier. Il se trouve que, pour des raisons X ou Y, je savais que j'avais... vous savez, c'est comme la parabole des deniers. Je savais que j'avais un potentiel qui était ce qu'il était. Et que donc, à partir du moment où je me suis mis à travailler, à partir du moment où je me suis posé la question de quoi faire, je me suis posé la question de savoir jusqu'où ce potentiel pouvait me porter. Quelle était la limite de ce que j'étais susceptible de faire. Et donc, j'ai tâtonné avec cette limite autant que j'ai pu pour voir jusqu'où j'étais susceptible de mener les choses. Et donc, ça a été vraiment un des guides de ma vie. C'est une des manières de le faire qui est devenue un peu obsessionnelle, c'est de le quantifier, c'est-à-dire de compter pour pouvoir comparer par rapport aux autres
comment on compte ça, comme les sportifs ont des records. Comment on avance, comment on performe, la performance. Voilà. Nous, on a un moyen de quantifier notre performance, bien sûr. Comme les sportifs, d'ailleurs, ceux qui n'ont pas de très bonne performance disent qu'il ne faut pas le faire. C'est comme si on disait qu'il ne faut pas chronométrer les coureurs. Vous savez, c'est pas vrai. Mais je pense que j'ai la même chose. Moi, je ne comprenais pas bien le goût des milliardaires. Vous voyez, je trouve que une fois qu'on a 1 milliard, honnêtement, je ne sais pas si on arrive à faire la différence avec 2. Mais je comprends que c'est aussi de la performance. C'est-à-dire que je pense qu'ils se mesurent entre eux, et puis je pense qu'ils disent, mais tiens, j'en voudrais 2, j'en voudrais 4. Vous voyez, qui n'a pas de sens en soi. C'est pas l'ambition, c'est autre chose à votre avis? Oui, c'est la capacité à tester ses propres limites, si vous voulez, sa propre capacité, sa propre... voilà, qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que j'en fais? Je pense que c'est pareil, encore une fois, pour les sportifs de haut niveau, je pense que c'est pareil. Voilà, c'est comme ça. Il y a une partie des gens qui ont... mais c'est vrai pour beaucoup d'artisans, par exemple. Il y a beaucoup d'artisans qui... voilà, c'est beaucoup d'artistes, et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Bien sûr. Que chaque fois qu'on fait des choses... Bien sûr, chaque fois qu'on fait les choses individuellement, on a envie de pouvoir se comparer, de pouvoir voir comment on fait par rapport aux autres. Vous voyez, c'est la nature qui est comme ça. Et alors, les maladies infectieuses dont vous êtes allé dans ce domaine-là, et vous êtes allé très loin, et ça on le sait, mais au fond, parce que les maladies infectieuses, là on rentre dans le domaine de la santé, qui est un domaine par essence collectif, parce que vous êtes là pour aider les autres, pour sauver les autres quelquefois, pour enfin faire en sorte qu'ils soient dans le meilleur état possible, dans la meilleure, effectivement, santé possible. Et donc, individualisme au bon sens du terme, ambitieux au bon sens du terme, mais en même temps le sentiment d'aider les autres. Est-ce que le côté d'avoir vu ce qui se passait en Afrique où tout ça a joué, vous dites, sans faire le caritatif, mais enfin... Oui, bien sûr, c'est-à-dire que de pouvoir transformer, si vous voulez, la connaissance en quelque chose là aussi dont on voit les résultats, si vous voulez, c'est un élément très important. Moi, je le rappelle dans mon livre, mon père a monté, je crois, ce qui était la première unité de recherche en nutrition tropicale. Et deuxièmement, il s'est occupé de la gestion de toute la nutrition en Algérie de 63-73. Donc, à tous les niveaux. 10 ans. Pendant 10 ans. Ouais. Depuis la création d'écoles de diététiciennes, la gestion des repas en cantine scolaire, la création d'une poudre faite avec des produits locaux. Donc, j'ai vu se transformer son savoir en quelque chose qui était incroyablement efficace. Et donc... là aussi, moi, ce qui m'a intéressé, c'est je me suis intéressé rapidement, après avoir fait ma formation, c'est ce qu'on appelait bouffer du malade, vraiment, des malades. Je me suis intéressé à des choses qui étaient en impasse, c'est-à-dire pour lesquelles on était soit dans des impasses thérapeutiques, soit dans des impasses diagnostiques, parce que le diagnostic... dans les maladies infectieuses, la microbiologie, en réalité, c'est l'outil de l'infectiologue. Si l'infectiologue n'a pas la microbiologie, en réalité, il est désarmé. C'est un interniste qui est spécialisé dans les maladies infectieuses. Donc, cet outil-là, et donc, les premières choses que j'ai faites, c'est découvrir des nouvelles maladies. J'ai découvert de nouvelles maladies, microbes, j'en ai découvert plus de 1000, d'une part, et d'autre part, de trouver des solutions thérapeutiques à des maladies qu'on ne savait pas traiter. Dans lequel, moi, il y a une des maladies, quand j'ai commencé à travailler sur cette maladie, il y a 65% de mortalité. Maintenant, il y a 2%. Qu'avec des choses qu'on a découvertes, nous, qu'on a mis au point. Donc ça, bien sûr, c'est des vraies satisfactions quand on voit étaler sur 30 ans ou 40 ans, si vous voulez, l'évolution des choses. Donc bien sûr, on a le sentiment d'avoir sévi à quelque chose. C'est certes, quand vous arrivez à baisser la mortalité de 60 à 2%, ou quelque chose comme ça, c'est fabuleux. Et en même temps, c'est une satisfaction individuelle et une formidable satisfaction collective, quoi. C'est ça. Oui, bien sûr. Et puis, si vous voulez, sur ces domaines, il y a quelques maladies sur lesquelles moi je reçois des demandes d'avis de l'ensemble du monde, des États-Unis, de l'Angleterre, etc., pour pouvoir traiter ces maladies, parce que c'est nous qui avons mis au point toutes les stratégies thérapeutiques. Donc, bien sûr, c'est valorisant, ça fait plaisir, mais ce qui fait surtout plaisir, c'est quand elles sont adaptées, qu'elles rentrent dans tous les ouvrages collectifs, que tout le monde les utilise. C'est intéressant que ça devienne la pratique collective. On se retrouve juste après une petite pause encore. Oui, restez bien avec nous et vous aurez la parole au 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler pour interpeller Didier Raoult. On attend vos appels. À tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Didier Raoult, vous continuez évidemment votre travail, c'est microbiologie sur les maladies infectieuses tropicales, sur les bactéries, etc. On a parlé d'être effectivement le plus avancé, sinon le premier, en tout cas le plus avancé là-dedans.
là-dedans. 40 ans de travail de recherche, vous avez été président de l'université d'Aix-Marseille 2, vous avez fondé l'IHU Méditerranée Infection, effectivement, bon, on peut en parler, puis vous avez publié encore une fois dans toutes les revues, toutes les revues, les hautes revues du monde entier, en version scientifique, et puis arrive, on va en parler, puis arrive cette espèce de période où, au fond, avant, vous étiez une autorité très très connue dans le monde scientifique. Vous publiez aussi des articles dans Le Point ou ailleurs, dans certaines revues qui circulent, enfin des revues de, je dirais, grand public. Et puis arrive, et je veux savoir comment vous l'avez vécu maintenant avec le recul, arrive non seulement, comme on dit, la puissance et la gloire, et les attaques les plus hallucinantes avec l'histoire du Covid. C'est-à-dire Didier Raoult était très connu par un milieu scientifique mondial, et les gens qui s'y intéressent, et puis tout d'un coup, on vous voit, et puis vous avez une tenue un peu spéciale, hein, il faut dire, une chevelure un peu spéciale, des lunettes un peu spéciales. Vous devenez la personne, les journalistes vont vous voir, vous les engueulez copieusement parce que vous dites, mais vous comprenez rien à ce que je dis, et puis après ils vous demandent de faire des selfies avec vous, c'est assez rigolo, enfin tout ça. Mais vous avez vu aussi les attaques, vous avez vu aussi, enfin on va pas tout énumérer, le Lancet, le fameux article bidon du Lancet, et on s'en rappelle. Et comment, honnêtement, vous avez vécu cela? Est-ce que d'un côté, vous dites, bon, ben, c'est aussi au départ une reconnaissance plus générale du grand public, même s'ils ne connaissent pas, évidemment, on peut pas... Et puis, ces attaques, comment vous les avez vécues maintenant avec le recul, maintenant, on peut prendre... D'abord, si vous voulez, moi, j'ai toujours eu, au moins depuis 25 ans dans mon bureau... un mot qui est derrière moi, qui fait attention, la roche tarpéienne est proche du Capitole. C'est-à-dire, je connais bien l'histoire, en particulier l'histoire romaine, et je sais bien que la gloire mène incontestablement. Là, je suis plus heureux que Jules César, quand même. Hein. Il a été assassiné à 52 ans, je suis toujours vivant. Ça va. Voilà, ça va. Et donc... je sais ça, la jalousie, les complots, tout ça, je sais ça. Depuis que je suis tout petit, j'ai lu ça. Et c'est moins à la mode maintenant, mais moi j'ai lu au moins 3 fois La vie des hommes illustres, si vous voulez. Donc je connais l'histoire. Voilà. Donc je ne suis pas du tout surpris. Je ne suis pas non plus choqué, si vous voulez. Je pense il s'est passé des choses... encore plus drôle. Moi, je regarde, si vous voulez, quand même, un truc qui circulait quand nous étions jeunes, c'était... les gens disaient que Sheila était un homme, quand même. C'était un truc, quand même. Donc, c'était quand même un truc hallucinant. Malheureuse, elle filmait son accouchement pour montrer que vraiment, c'était elle qui avait eu un bébé. Enfin, donc, et c'est une... truc qui a duré 5 ou 6 ans, donc c'était qui circulait partout. La rumeur. Donc, la gloire amène, ou la notoriété, pour appeler ça plus... simplement amène à des crispations qui sont absolument extraordinaires. Donc, et là, par ailleurs, dans une situation comme ça, dans laquelle l'émotion est à son comble, parce que l'émotion, le sentiment que tout ça allait être une catastrophe prédite, d'ailleurs, hein, qui était prédite régulièrement dans cette catastrophe. Ça va être comme la DESA, le sida, tout. Oui, et puis ça va être la peste, ça va tuer 30% de la population, tout ça circulant. Et si vous ajoutez à ça qu'effectivement, il y a dans la communication une espèce de simplification obligatoire. Moi, je dis qu'on est un monde de Shadok. Vous savez, ces Shadok avec 4 cases. Donc, vous ne pouvez pas leur dire plus de 4 syllabes, parce que sinon, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et comme les politiques et beaucoup de journalistes sont en plus des Shadok avec des essuie-glaces, c'est-à-dire que le lendemain, ils essuient tout, ils ne se souviennent plus de ce qu'ils avaient dit la veille. Et on efface tout et on recommence. On efface tout et on recommence. Donc, moi, j'ai eu vraiment l'impression de vivre dans le dessin animé Les Shadok, là, vous voyez. Donc, ça ne me surprend pas, parce que je le dis d'ailleurs, Terence dit ça, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, donc je sais très bien comment sont les humains. Ça me surprend guère, et comme je suis encore une fois à la recherche de ma propre estime, si vous voulez, je suis content. Les gens ont été incroyablement gentils. Vous voyez, vous, les choses sur la presse, mais vous ne voyez pas comment les gens m'ont traité à Marseille, ni ce qu'ils m'ont. J'ai reçu des dizaines de tableaux, des bouteilles de vin, quand les gens pensaient que je partais à la retraite, j'ai dû recevoir 500 cartes postales. Donc, si vous voulez, les gens m'arrêtent seulement pour me donner des selfies. Personne ne me serrait la main, personne ne m'insulte. Oui, mais Didier Raoult, vous n'avez pas été touché quand même si vous avez et la culture
livre et l'histoire de prendre le recul, le talent du recul. Mais des fois, il y avait peut-être certaines attaques, enfin, des diffamations, mensonges, etc. Ça vous touchait pas, quoi? Bon, c'est comme ça, et puis je continue. Non, mais déjà, si vous voulez, j'ai une espèce d'étanchéité vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, moi, je regarde jamais la télévision, j'écoute pas la radio, je lis pas les journaux, parce que ça m'apprend pas grand-chose, si vous voulez. Et puis, d'autre part, de temps en temps, il y a quelqu'un qui franchit la ligne jaune, parce que c'est dangereux. Donc, j'ai porté plainte contre plusieurs personnes. Le temps dira bien, la justice suit son cours. J'ai eu parfois des obstacles à pouvoir simplement porter plainte qui m'ont laissé pantois. Hein. J'ai porté plainte contre quelqu'un où les 2 lettres recommandées ne sont jamais arrivées au tribunal. Il a fallu que je fasse porter en main propre au greffier par l'avocat, parce que sinon ces lettres disparaissaient par malchance, si vous voulez. Donc, si vous voulez, c'est bien, mais ça... Et d'autre part, au contraire, si vous voulez, j'ai trouvé que c'est ma manière de penser, vous y reconnaîtrez Nietzsche, si vous l'avez lu. Je pense que les obstacles, si vous voulez, et l'adversité rend... Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Oui, ça oblige à être intelligent. Et là, par exemple, on a parlé un petit peu avant, vous savez, on a fini de faire l'étude de tous les gens qu'on a traités, 30 000 personnes. 30 000. 30 000. Oui. Mais, à l'IHU. Oui. Mais pour éviter, si vous voulez, qu'il y a sur certaines télévisions, les gens utilisent des documents faux, des choses qu'ils inventent, si vous voulez. On a fait valider toutes les étapes par un huissier de justice, de manière à ce que ce soit plus négociable. C'est quoi l'enquête, juste le sujet? C'est les 30 000 personnes qui ont été traitées, et donc on compare les gens qui ont été traités par l'hydroxychloroquine, avec ou sans l'azithromycine, versus ceux qui n'ont pas été. Et donc, c'est un sujet qui est extrêmement important, puisqu'on trouve qu'il y a une différence très significative si on les traite. Et si j'ai raison, ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises, c'est pour ça que la NSM est dans une situation d'énervement colossal, le ministère de la Santé aussi. Si c'est vrai, ça veut dire que plusieurs milliers de personnes pouvaient être sauvées quand même. Donc l'enjeu de ça, j'espère que ça finira. Oui, j'espère que la Cour de justice de la République se mêlera. J'ai déjà été interviewé plusieurs fois. J'espère qu'ils me réintervieweront avec ces données qui sont entièrement vérifiables. Et donc je pense qu'à l'avenir, vous voyez, donc ça m'aura appris ça, peut-être que j'aurai appris ça aux autres, on ne pourra plus laisser les études financées par l'industrie pharmaceutique rester secrètes. C'est-à-dire que ça, c'est transparent, les dossiers sont en ligne, tout le monde peut les regarder, et on a vérifié avec un huissier que 100% des données qui nous étaient disponibles étaient là, et on a pris comme seul facteur d'analyse la mort, et la mort, on l'a prise à l'INSEE. C'est pas nous qui avons décidé que les gens étaient morts ou pas. Donc, c'est sans faute, ça. En fait, le secret d'Didier Raoult a joué peut-être un rôle assez néfaste dans toute cette histoire du Covid. Enfin, de la gestion, je dirais, du Covid. Le secret, la volonté, vous savez, secret défense, secret de tout, enfin... Oui, et puis, si vous voulez, dans la position... y compris, vous savez, d'abord, je suis pas haineux, donc je déteste personne, je suis stoïcien, je m'en fous, c'est la vie, le monde dans lequel on vit. Les politiques, c'est un métier difficile de faire la politique, je dis que j'en ferai pas, et c'est très difficile de prendre une décision quand les gens qui sont autour de vous prennent des décisions. Ouais. Si vous les suivez, vous pouvez toujours dire j'ai pas fait pire qu'eux ou j'étais de bonne foi. Et donc, moi, j'étais mal conseillé, pourrons dire ça. C'est pire que ça. Si vous regardez le document le plus important que moi j'ai vu depuis 3 mois, c'est la fuite de la discussion de Boris Johnson avec son ministre de la Santé, qui avait un peu le même phénotype que Véran, hein, qui ensuite a fait la télévision. Sans préjuger de ce que fera Véran ultérieurement, je ne veux pas le savoir. Mais dedans, si vous voulez, la nature des conversations sur les décisions, vous êtes sidérés. À la fin, Boris Johnson et son ministre. Ah oui, Boris Johnson dit, écoute, on va faire le confinement. Non, mais on n'a pas d'éléments pour dire que c'est bien ou pas bien, mais puisque la première ministre d'Écosse l'a pris, on ne peut pas ne pas le prendre nous, puisqu'elle l'a pris, et puis que ça la vexerait. Et donc, vous vous rendez compte qu'on a confiné l'Angleterre, qui est en ruine, parce que la première ministre, qui s'est fait virer peu de temps après, d'ailleurs, d'Écosse, avait décidé, elle, de faire le confinement. Et donc, tout ça, le suivisme, si vous voulez, cette boule de neige, de dire, mais
on peut pas dire que nous, en France, on a mal fait, puisque les Anglais ont fait pareil, les Espagnols ont fait pareil, tout le monde a fait pareil. Donc, vous rentrez dans un truc dans lequel plus personne ne prend la responsabilité. C'est le gaullisme. Le seul qui disait non, on cède pas, c'est de dire, écoutez, non, mais c'est pas parce que tout le monde dit qu'il faut faire ça que c'est vrai. Bien sûr. La nature et l'histoire est pleine de ces moments-là. Ces exemples, bien sûr. Oui, et puis De Gaulle qui dit non, la France c'est moi. On dit mais ça va pas, la France c'est toi. Tu te prends pour qui? On va recevoir peut-être un certain on a beaucoup d'appels et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On accueille Jean-Claude de l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Oui, Monsieur Berkov, bonjour, et puis un très grand bonjour à votre invité, au professeur. Merci. Je suis pas marseillais, je suis parisien, mais ne vous inquiétez pas. Moi, je vais vous dire une chose. Déjà, bravo à vous, monsieur. Je ne vous connaissais pas. On vous a mis en lumière pour le peuple. On vous a mis en lumière lors du problème du Covid. Mais moi, monsieur le professeur, je vais vous poser une question. Elle va être directe. Allez-y. Est-ce que j'ai entendu depuis le début de l'émission un petit peu votre rétrospective. Le côté anarchiste me plaît pas mal. Et puis surtout, ce qui me plaît beaucoup, monsieur, c'est votre humilité. C'est votre humilité et votre savoir-faire. Et je voulais vous poser la question suivante. Allez-y. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en France, alors on parle au niveau actuellement de la médecine, de la science, de la recherche, on ne préfère pas la médiocrité politicienne, je dirais, à l'intelligence de personnes comme vous, qui êtes connues, renommées dans le monde entier. Quel est votre ressenti par rapport à... Vous êtes français, Alors c'est pas un problème du drapeau, parce que on a compris. Mais voilà. vous dites pourquoi? Vous dites qu'en France, on préfère une certaine médiocrité générale, c'est ça? Et devenir ministre, effectivement, de la santé. Je vais vous dire, j'avais dit ça à l'Assemblée nationale et je m'excuse de le répéter. Mais la France est un drôle de pays. Si vous regardez, si vous voulez, la France de 1789 à 1802. Et récemment, d'ailleurs, j'ai appris que j'avais un de mes ancêtres du côté maternel qui était député en 91-92, plaît le gendre. Et donc... Eh bien, en 93-94, en France, sous la Terreur, on va exécuter le plus grand scientifique du monde, Lavoisier, qui est le plus grand chimiste du monde, qui est celui qui commence à découvrir l'évolution en disant que finalement tout ça se remanie en permanence et change souvent. On va tuer le plus grand poète français, André Chénier, vivant, et on va tuer le plus grand juriste français, d'accord ? Et tout ça en 1 an. Et peu de temps après, on a Napoléon. Et donc, la France est cette balance entre l'amour de la grandeur, du faste et de la gloire, et du panache, et de la haine de la réussite. C'est cette étrangeté de notre pays qui fait la spécificité de notre pays. Actuellement, on est moins dans une époque de gloire, mais regardez, on a eu aussi De Gaulle qui était un homme de gloire. Donc la France balance entre les deux. Actuellement, c'est vrai que dans le monde que je connais le mieux, qui est celui de la science, actuellement, on n'aime pas la gloire en France. Il y a une fuite là des très grands scientifiques français. Et la place de la France recule d'une manière très très singulière en termes de production scientifique, avec des mouvements très profonds qui sont actuellement de dire que finalement ça sert à rien du tout d'écrire des articles scientifiques quand on est scientifique. Donc on en est là. Donc n'oubliez pas que la Révolution française a fermé les universités françaises. D'accord ? Elle les a fermées parce que c'était des foyers de réflexion antagonistes. Donc c'est notre histoire. On est allé jusque-là, 94. On en est quand même... C'est un pays qui a une histoire. On ne peut pas oublier l'histoire. Mais vous n'êtes pas monarchiste, que je sache. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Merci. Merci beaucoup Jean-Claude. Merci Jean-Claude. Restez bien avec nous. On tourne une rapide page de publicité. On revient tout de suite sur Sud Radio 0826 300 300. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov avec le professeur Didier Raoult et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille tout de suite Dust de Errant. Bonjour Dust. Bonjour.
Bonjour Bonjour Monsieur Bercoff, bonjour Monsieur Raoult. Très content de vous entendre encore une fois dans cette émission. Parce que d'abord, je trouve que c'est très bien d'écouter quelqu'un qui dit que dans la vie, il y a toujours la biologie. Et je rajouterais aussi peut-être de la génétique. Et dans ce monde actuel où quand même, j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal dominé par l'ego, ses envies, ses besoins, on ne supporte plus l'idée d'être un animal qui pense, certes, qui parle aussi, mais d'autres animaux pensent et communiquent. Et ça, je trouve ça très agréable. Et deuxièmement, je voulais apporter mon soutien parce que dans les années 90, j'étais chez Bayer, le laboratoire pharmaceutique, et je travaillais sur un produit, un insecticide qui s'appelait le gaucho. Et c'est ce produit qui a réveillé ma conscience écologique. Et quand je me suis retrouvé face à l'évidence que ce produit était dangereux, je me suis bien fait démonter. Et en fait, j'ai quitté ce travail, je suis devenu ouvrier agricole. Parce que je trouvais ça très dur. Et franchement, bravo. Peut-être pour votre côté rebelle, il vous aide plus que moi. Merci Dust. Dans ce combat, merci pour ce témoignage, Dust. Philippe, je crois. Merci Lucien. beaucoup. Oui, nous allons à Caen. On reçoit Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour André Bercoff. Bonjour André et professeur Raoult. Alors, professeur, on va aborder d'un sujet qui m'intéresse et plus spécialement, je dirais, nos politiques et nos décideurs. Alors, je vous demanderai votre avis sur la qualité des personnages politiques en tant que représentants et décideurs, surtout de leur niveau d'aptitude. On y reviendra après, mais bon... Allez-y Philippe, parce qu'on a beaucoup d'éditeurs. Donc, si pour être ministre de la Santé, par exemple, est-ce qu'il faut être médecin ou chercheur? Si pour un ministre de la Justice, il faut être avocat, je ne le pense pas. Pour moi, le vrai travail déjà d'un ministre, c'est d'être un homme d'État avant tout, et de prendre la meilleure décision d'expertise issue du comité ministériel, parce que ces gens-là travaillent avec des secrétaires d'État en principe compétents et des analystes. Et ma devise, je finirai là-dessus, pour moi, professeur, c'est savoir pour agir, compter sur la nation et lui donner son meilleur destin. Alors ça, c'est très bien. Est-ce que dans la vie réelle, parce que vous avez eu, vous, professeur Didier Raoult, en tant qu'effectivement directeur d'IHU et directeur d'hôpital, etc., au fond, sans généraliser, votre rapport avec le politique vous a fait arriver à quelle conclusion? Ou avec les politiques? Je pense que c'est compliqué. Il y a eu une époque où... moi, je connais relativement bien les ministères de la Recherche et le ministère de la Santé parce que ça fait 30 ans que je travaille avec eux. Dans le ministère de la Recherche, incontestablement, le plus intelligent, c'était Claude Allègre, qui était génial, mais qui était si brutal que finalement il y a eu un rejet de greffe avec Claude Allègre, alors que quand il était conseiller de Lionel Jospin, il était conseiller spécial de Lionel Jospin, il a fait beaucoup avancer les choses, et même comme ministre, c'est lui qui a permis de faire évoluer l'université française en 3 stades, le 3-5-8, là, qui a été mis en place. Et après, c'est très intéressant, celui qui l'a mis en place, c'est Jack Lang, qui n'avait certainement pas un niveau de performance scientifique comparable du tout, mais qui était d'une immense adresse et qui a réussi à faire passer les choses. J'espère que ça répond à la question. Il faut des gens qui soient intelligents et visionnaires, mais les gens intelligents et visionnaires, ça ne veut pas dire qu'ils soient capables de mettre en place les choses. Mais il faut qu'ils soient dans le circuit. Bien sûr. Donc ça, c'est une véritable question. Politique au vrai sens du terme, enfin, stratège. Voilà. Pour les ministères de la Santé, moi j'ai eu un de mes amis qui était un grand scientifique, un grand médecin, qui était Jean-François Mattei. Honnêtement, il s'est fait prendre au piège de cabinets qui sont extrêmement flatteurs. C'est ce que vous voyez comme flatterie dans ces ministères, c'est absolument hallucinant. Le ministre qui est là, on a l'impression que c'est Dieu. Monsieur le ministre, hier soir, vous étiez formidable, c'est extraordinaire, etc. Non, c'est vraiment le corbeau et le renard. Et c'est difficile de résister à la flatterie, qui est la pire de nos ennemis.
et quand on ne connaît pas les mécanos, et puis ces gens ne choisissent pas leur cabinet. Parfois, ils arrivent à choisir une ou deux personnes, et les gens qu'on leur met, c'est des gens qui ont obéi à d'autres choses. Je vous ai dit, c'est ma théorie de l'obéissance, c'est que des gens qui obéissent tout le temps, qui disent jamais non, et qu'on met là-dedans. C'est pas ça qui fait avancer les choses. Voilà, et qui parlent de tout en sachant rien, si vous voulez, et c'est ça qui fait ensuite la politique. Donc c'est vrai que on n'arrive plus à s'appuyer sur une élite intellectuelle depuis un certain temps, et donc c'est un vrai problème. Il n'empêche que de temps en temps, il y a de bonnes surprises. Hein, bien sûr. Mais c'est un vrai problème. Mais cela étant, je ne crois pas que les médecins fassent de meilleurs ministres de la Santé en général que les autres. Au contraire, parfois, il y a même de la jalousie entre médecins, ça existe. Hein. Et si c'est un médecin qui n'a pas réussi sa carrière comme médecin, souvent, il n'aime pas du tout ceux qui ont très bien réussi leur carrière. Je peux vous dire, j'en sais quelque chose. Ça joue. Le tout à l'ego. Un dernier Rapidement, auditeur. on a le temps d'accueillir Fabien de Aigre dans les Charentes. Bonjour Fabien. Oui, bonjour Fabien. Oui, bonjour. Attendez, il faut que je coupe le haut-parleur. Coupez. Voilà. Et soyez bref, cher Fabien, parce que malheureusement, nous arrivons en fin d'émission. Dites-moi. Oui, j'ai vu. Je vais essayer de faire au plus vite. D'abord, bonjour à Didier Raoult. Et je voulais juste lui dire que je fais partie des gens qui pensent qu'il avait entièrement raison sur l'hydroxychloroquine. Mais bref, on va passer à autre chose. Concrètement, il me semble qu'il avait déclaré à un moment qu'il trouvait raisonnable que certains soignants puissent se faire vacciner avec les fameux vaccins Covid. Une partie, selon, j'imagine, une certaine nécessité. Mais bref, je voulais savoir si, suite aux publications de l'INSEE britannique sur les bilans de mortalité en fonction du statut vaccinal publié sur 2022, il considérait toujours, il était toujours de cette opinion-là, et s'il trouvait alarmant les résultats qu'on peut visualiser. D'accord. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Non, puisque par exemple, sur les populations de 90 ans, par exemple les plus, si on regarde les taux comparés, on a un taux de mortalité qui est 94% supérieur chez les gens vaccinés. Et on non, mais vous avez posé la question, Fabien, l'important c'est que... Je vais vous répondre. D'abord, encore une fois, à l'époque où j'ai dit ça, c'était la loi qui était... Et donc, je ne me sentais pas la responsabilité de dire à des gens qui donc n'ont plus reçu le moindre salaire pendant 2 ans qu'il ne fallait pas qu'ils appliquent la loi. Donc je pense qu'il faut que ce soit bien clair. Si vous dites, et l'État a été d'une sévérité extrême, la France a probablement été le pays le plus dur vis-à-vis des gens qui n'obéissaient pas, ce qui traduit quelque chose quand même. Ici, le devoir d'obéissance a pris une ampleur qui n'est pas raisonnable. Et donc, je ne me voyais pas dire, vous voyez les gens, les milliers de personnes me disant, même M. Raoult, vous nous avez dit quelque chose et vous savez qu'on n'a plus à bouffer depuis 2 ans quand même. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, si vous voulez, d'abord, personne à l'époque ne connaissait vraiment l'ampleur des effets secondaires. Et ensuite, si vous voulez, on a vu, mais on a commencé à voir à ce moment-là que le vaccin, parce que moi j'avais un tableau quotidien où on voyait le nombre de gens testés, le nombre de gens vaccinés, le nombre de gens symptomatiques et le nombre de gens positifs, on a vu que le vaccin n'était pas protecteur contre l'infection. On l'a su à ce moment-là. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on l'a su et on l'a dit, cette obligation aurait dû tomber parce que ça montrait que ça n'était pas vrai, que ça protégeait du risque de contagion auprès des malades, comme le fait par exemple la vaccination contre la grippe. Donc il faut le mettre en perspective, et d'autre part, c'est la responsabilité de prendre la parole, c'est de ne pas mettre les gens en danger professionnel alors que vous n'avez pas les éléments pour pouvoir dire écoutez, ce que vous faites est dangereux. Il y avait une incertitude, si vous voulez, il y avait une certitude, c'est que ces gens allaient être suspendus. Voilà, ça on le savait. Didier Raoult, merci, et vraiment, lisez l'autobiographie chez Michel Lafon. C'est ce que c'est un parcours d'anarchiste et la grandeur. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Didier Raoult, microbiologiste français, spécialiste des maladies infectieuses, professeur des universités, praticien hospitalier, pour son autobiographie éditée chez Michel Lafon. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie.